Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur BNP Paribas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller très rapidement. Vous savez que les compagnies bancaires, c'est essentiellement l'étude du bilan, ok? C'est bien de regarder le compte de résultat ici, mais c'est très important de toujours aller regarder le bilan, le positionnement ici du portfolio de prêts, etc. Déjà, mais quel type de banque on a face à nous? Ici, par exemple, au niveau de BNP Paribas, on veut voir à peu près quel est le pourcentage de revenus issus ici des activités ici de prêts traditionnels par rapport aux activités ici liées aux frais. Donc, par exemple, ici, si elle a une banque, si c'est une banque d'investissement, il y aura énormément de frais, des choses comme ça. Donc, ici, on voit que 50% de ce qui est rapport généralement ici provient des activités de banque traditionnelles. Donc, essentiellement ici, on prend vos dépôts et on les prête à quelqu'un qui en a besoin ici et l'entreprise ici se rémunère ici par rapport à la différence entre les deux. Donc la différence ici, ça veut dire quoi? Si elle prête ici à des taux, si elle emprunte, quand je dis emprunter, ça veut dire que si vos dépôts sont rémunérés à des taux d'intérêt de 1% et qu'elle, de son côté, elle prête cet argent-là à quelqu'un d'autre ici disons, à 3%, la différence entre les deux ici, donc savoir le 1% qu'elle doit payer votre épargne, qu'elle doit rémunérer, le 1% utilisé pour rémunérer votre épargne ici et le 3% qu'elle reçoit ici de l'entrepreneur en question qui a dû prendre un crédit chez elle ici, elle prend à peu près un 2% entre-temps. D'accord? Donc, sa commission à elle, c'est 2%. Donc, c'est comme ça que la banque fait de l'argent. OK? Donc, quand on voit à peu près une banque ici dit sur les activités de banque traditionnelles, hein, d'accord. Après, s'il y a des banques également qui ont des produits d'assurance, qui ont des produits d'investissement, qui à peu près également ici un segment ici fusion et acquisition, un département de trading ici. Donc, et c'est essentiellement des prêts à ce niveau-là, enfin des frais à ce niveau-là, ok. Donc, faites attention. Ce qui veut dire également que quand on regarde à peu près, quand on remarque à peu près que 50% ici de ce qu'on gagne provient ici des activités ici de banque traditionnelles, ça veut dire que le book value en lui-même, il y a de grandes chances que cette compagnie se négocie à, voilà, deux fois les bénéfices, deux fois le book value. C'est possible. Ok, c'est tout à fait possible. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire essentiellement ici que la majeure partie, il faut regarder à peu près d'où provient ici l'essentiel de ces frais ou bien d'où provient ici l'essentiel ici du tangible book value. Ok, parce que je sais que BNP Paribas ici, en tout cas les banques européennes sont très spécialisées ici au niveau des produits dérivés. Et ça, parfois, produits dérivés, c'est vraiment une usine à gaz. Franchement, je ne sais pas ce qui est inclus à l'intérieur. C'est peut-être pour ça que ces entités ont tendance à s'échanger à des niveaux ici, à des multiples ici très peu élevés. D'accord? Si le risque est bien géré, parce que la banque, c'est essentiellement la gestion du risque, tant mieux. OK? So, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est très rapide. J'ai parlé des bancaires ici. J'ai fait des premières vidéos sur les bancaires où on a parlé pendant 20, 30, 40, 45 minutes. Aujourd'hui, on mettra moins de 10 minutes ici. OK? Sachez que je brosse tout ceci ici. Et j'en parle également dans la formation sur les banques que vous pouvez retrouver sur la top newsletter. De toute façon, vous avez un lien ici en description de la vidéo. En tout cas, on va assez rapidement. Revenus, stabilité ou croissance. On a une légère croissance des revenus, donc on va dire que c'est plutôt stable ici. Ok, très très bien. On sait déjà que 50% ici provient ici des revenus, provient ici des frais, des intérêts, donc différencier ici entre les taux d'intérêt. Et le reste ici, ça provient ici essentiellement des frais, d'accord? Donc maintenant, il faudrait aller voir quel département spécifiquement. Donc en termes de net income ici, on recherche avant tout une entreprise parce que les banques font de l'argent avec de l'argent, donc techniquement, elles devraient toujours avoir des bénéfices nets positifs. Mais attention, il faut souvent normaliser les résultats des banques parce qu'on peut avoir énormément de bêtises à l'intérieur. Donc voilà, il faut toujours à peu près prendre les résultats normalisés histoire de comparer les deux. D'accord? Il y aura toujours une légère différence ici. D'accord? Parce que les banques ont tendance ici à avoir des résultats exceptionnels de temps en temps. Par exemple, ici, remarquez qu'en 2014, elles perdent de l'argent, de point de vue bénéfice, parce qu'ici, ça ne sert à rien de regarder les free cash flow. Elles ne vendent pas à crédit. OK? Enfin, après, du fait du crédit, mais voilà. Une fois que la transaction est passée, la banque encaisse directement le cash ici. Donc, ça ne sert à rien d'aller voir le besoin en fonds de roulement ou des choses comme ça. Donc, on ne parle pas essentiellement, on ne parle pas de free cash flow sur les banques ici. Je ne regarde même pas la marge brute parfois sur les banques. OK? Ce qui m'intéresse ici, ce sont les net income, le ROE, tout ce qui concerne ici les ratios ici en termes d'ordre ici réglementaire, comme le core tier 1 ratio, ce genre de choses-là, histoire de voir si elles respectent à peu près les conditions réglementaires. OK? Donc, ici, nous avons une banque du point de vue bénéfice net à ajuster. Qu'est-ce qu'on observe? On a à peu près, voilà, une banque qui a tendance, on regarde surtout la tendance, hein, c'est ça ce qui est important, ok, qui a tendance ici à avoir sur les 10 dernières années ici à peu près 6 milliards 700. Sur les dernières années d'à peu près depuis 2021, qu'est-ce qui se passe? Elle gagne de plus en plus d'argent. C'est très bien, c'est très très bien. Mais attention, est-ce qu'elle gagne de plus en plus d'argent parce que le différentiel ici en termes de taux d'intérêt est de plus en plus élevé? Si c'est le cas, ce n'est pas durable. OK? Parce qu'elle aura tendance également à rémunérer le portfolio de dépôt ici à des taux d'intérêt un peu plus élevés.
Ok, donc faites attention, ça peut être juste être temporaire. Ici, on gagne essentiellement beaucoup d'argent, c'est très bien. Est-ce que ça va durer? Je n'en sais rien du tout. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de voir à peu près, est-ce que la banque a les capacités de rester à peu près aux alentours de 6 milliards 700 par là? Ok, il y a de grandes chances qu'on oui. Ok, 6 milliards 700, très très bien. Ensuite, on regarde ici le ROE. Ok, est-ce que le ROE est supérieur à 10%? Ici, on a 7,64% et j'ai parlé du ROE. Si vous connaissez la formule du ROE ici, c'est essentiellement bénéfice net divisé ici par l'equity. L'equity ici, généralement, c'est le total des actifs moins le total du passif. Ok, ça donne ici l'equity. Or, dans les actifs, on peut retrouver des éléments intangibles. Ok, on peut retrouver des éléments intangibles à ce niveau-là. Donc, si on retrouve des éléments intangibles, ça veut dire que le ratio qu'on va prendre ici au niveau de equity est peut-être trop élevé. D'accord? Et si c'est le cas, on peut avoir tendance à avoir des ROE qui ressemblent à peu près à ceci, alors que le ROE, le tangible ROE, le ROTE, donc Return on Tangible Equity, est peut-être plus élevé que ça. Donc, allez revoir dans les rapports financiers s'ils présentent des informations par rapport au ROTE et vérifier si c'est au-dessus de 10%. On aimerait ça. En fait, pourquoi c'est important? C'est parce que, essentiellement, une banque ici, on paye une banque ici aux alentours de ses actifs tangibles nets. OK? Quand on a un ROE ici supérieur à 10, enfin, un ROE ici de, disons, de 5%, ça veut dire que les actifs tangibles ici auront tendance peut-être à croire qu'ici de 5% en moyenne. OK? Donc, faites attention ici. Enfin, si on ne distribue pas le dividende, etc. Parce que quand on prend juste le bénéfice net, on n'a pas encore enlevé le dividende. OK? Donc, il faut toujours aller vérifier ça. On aime bien quelque chose en dessous de 10% en montant. Ici, c'est le ROE. Vous savez que s'il est à 7% et qu'on a juste les actifs tangibles, ici, il y a de grandes chances qu'il soit peut-être aux alentours de 10% par là. Donc, ça, c'est une observation. C'est aller vérifier dans les rapports financiers. OK? La dette nette ici, c'est pas bien de prendre la dette nette sur les banques parce que vous aurez à peu près, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. On vous met ici qu'on a du cash net de 556 milliards, mais peut-être en termes de cash, on compte les dépôts ici ou ce genre de choses-là. Donc, il faut faire attention. Je ne prends pas la dette nette, donc je vais toujours aller vérifier dans mes rapports financiers. En particulier ici, si je prends la dette en date d'aujourd'hui, pour évaluer cette compagnie, je vais uniquement prendre les bénéfices nets ajustés ici. On avait trouvé quoi? 6 milliards 700, c'est ça? Oui, c'est ça. On avait trouvé à peu près 6 milliards 700, ok? On me demande de payer en date d'aujourd'hui 67 milliards, un business qui pourrait me rapporter à peu près 6 milliards 700 par an. Ça représente un rendement d'à peu près de combien? 10% par là. Ce qui n'est pas mal. Donc, qu'est-ce que la banque fait donc avec cet argent-là? D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait avec? Est-ce qu'elle rachète les actions? Est-ce qu'elle distribue un dividende? Il est totalement normal de voir une banque avec généralement un dividende assez élevé. 5%, c'est très commun chez les banques. OK? C'est même pas, c'est très commun. Donc, essentiellement, la banque pour également vous permettre de pouvoir bénéficier non seulement de la performance, enfin, en termes de croissance ici du prix de l'action et également en termes de dividende, il faudrait que l'entreprise rachète ses actions. D'accord? Au prix actuel, elle devrait racheter ses actions. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle rachète ses actions? Non. Au contraire, les actions ont tendance à augmenter. Et c'est une culture très européenne de ne pas racheter les actions. Et ça n'a pas de sens parfois sur certaines banques. On préfère plus le dividende plutôt que le rachat d'actions. Pourtant, le mix des deux est préférable. D'accord? Surtout quand les taux d'intérêt sont très peu élevés comme ça. Si vous comparez avec un JP Morgan, elle rachète massivement ses actions. Tout simplement parce qu'elles auront tendance à s'échanger ici à des multiples de valorisation très peu élevés. D'accord? Donc, si je m'échange à 10 fois les bénéfices, ça veut dire que je peux racheter 10% ici des actions en circulation. Donc, c'est très important pour une banque de racheter ses actions. Or, ici, ce que je vois, elle rachète timidement ses actions. Ce n'est pas assez pour moi. En tout cas, depuis 2021, on a quand même racheté aux alentours ici de 30 millions d'actions. C'est rien du tout. Je pense qu'elle pouvait faire bien plus que ça. OK? C'est un début. Mais il serait intéressant de voir une accélération à ce niveau-là. En termes d'évaluation ici, comme je l'ai dit, les bancaires ne vont pas avoir tendance à échanger à des multiples assez élevés. Si vous arrivez à choper une bancaire à 10 fois les bénéfices avec de bonnes perspectives d'avenir, un business assez stable également, ici, une gestion de risque correcte, parfaite, ok. Et admettez, je n'ai pas regardé la partie régulation ici avec le core tier 1 ratio, etc. Je vous laisse aller faire ça, aller regarder les premières vidéos sur Crédit Agricole ou bien sur BNP Paribas, j'en ai parlé pendant longtemps, ok. Donc ici, par exemple, est-ce que c'est un business assez prévisible? Les analystes ont tendance à voir, c'est vraiment ici du 70% du temps ici, ils ont raison. Donc, on s'attend ici à des bénéfices nets en 2023 ici. Enfin, aux alentours. Moi, j'ai normalisé les résultats, techniquement. Donc, on s'attend en 2023 ici à avoir 8,28 € à 10 fois les bénéfices. Ça donne combien? 82 €. D'ici 2025, on s'attend à peu près à 10,46 € à 10 fois les bénéfices. Ça donne à peu près 104 €. Tant mieux si ça se produit. D'accord? Et comme je l'ai dit, la banque, c'est essentiellement la gestion du risque. Donc, pour évaluer cette compagnie, et pour aller plus loin avant d'investir sur cette compagnie, je dois absolument étudier le bilan. Je ne peux pas acheter une bancaire sans étudier le bilan. C'est très important. Et je sais que les bancaires,
il faut vraiment se lever très tôt pour comprendre, pour à peu près analyser ce bilan-là. Si vous n'avez pas la méthode censée être strictement arrêt, vous allez vous baser sur les PER, etc. Ce que je fais ici, vraiment, c'est, on appelle ça, c'est vraiment une entrée, c'est vraiment une mise en bouche. D'accord? Parce que personne n'achètera une banque en se basant sur ces éléments-ci. D'ailleurs, même on n'achète pas une entreprise en se basant essentiellement sur les éléments quantitatifs. Ça nous permet de poser les bonnes questions, mais sur une bancaire, il y a énormément de questions encore à poser. OK? Parce que ici, aujourd'hui, on gagne peut-être de l'argent, mais imaginez que le portfolio de prêt est mal positionné. On va avoir tendance à souffrir. Et ce qui m'intrigue également ici, c'est le bilan, c'est les actifs tangibles de BNP Paribas. En date d'aujourd'hui, les actifs tangibles par action, c'est-à-dire que si l'entreprise vend tous les actifs ici à leur juste valeur, d'accord, vous aurez chacun ici 97 euros. Qu'est-ce qu'on avait vu tantôt tout à l'heure? Que le net interest income ici par rapport au total des revenus représente à peu près 50%. Donc, il ne serait pas étonnant de voir cette compagnie s'échanger à 2 fois les actifs tangibles net par action. Or, ici, elle s'échange à presque 50% des actifs tangibles net par action en date d'aujourd'hui. Ça veut dire que les actifs tangibles en question sont constitués peut-être ici de produits dérivés. D'accord? Et parfois, c'est très difficile à quantifier. Donc, faites très, très attention à ce niveau-là. C'est pour ça que je préfère me limiter à 10 fois les bénéfices. C'est sous-évalué. Mais quand tu vas investir sur du BNP Paribas, sois déjà assez content de récupérer ton dividende en date d'aujourd'hui et mets-le dans un PEA de toutes les façons. OK? Donc, tant mieux maintenant si le marché, l'entreprise continue à bien se comporter, le marché reconnaît la valeur de la compagnie ici. On peut arriver aux alentours de $100. Tant mieux si on continue dans ce sens-là. Mais le rachat d'actions également ici pourrait accélérer les choses. OK? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme je répète ici, sachez que les bancaires, je n'ai même pas encore gratté la surface de BNP Paribas. Ce qu'on vient de faire ici, c'est vraiment quelque chose d'assez rapide. Ce n'est pas une analyse quantitative comme on peut le faire sur une compagnie comme Air Liquide. Ça passe très très vite. Ici, les bancaires, c'est essentiellement l'étude du bilan. Essentiellement étudier les bilans. OK? N'oubliez pas, en lien à la description de la vidéo ici, vous avez la top newsletter et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.